Eh bien bonjour, puisque je vois plein de nouvelles têtes par rapport à tout à l'heure. Donc bienvenue à ce début d'après-midi autour du prix Galant de la BD, alors autour de deux histoires de guerre décoloniale, puisque dans la première partie nous avions François Bouc pour nous raconter un général des généraux dans la guerre d'Algérie. Et puis à présent nous sommes avec vous, Marcelino Trong, récompensé par le prix Histoire pour votre album 40 hommes et 12 fusils. Alors si vous êtes venu en vélo jusqu'ici, c'est parce que... Je ne sais pas si vous pouvez voir cette photo qui est à la fin de l'album et qui montre que Marcelino il connaît bien cette ville de Saint-Malo. Votre mère est malouine et cette photo a été prise à quelques mètres d'ici. Euh, Vous êtes l'auteur des albums Une si jolie petite guerre et Give Peace a Chance, dans lesquels vous racontiez la guerre du Vietnam de 1961 à 1975, avec ce personnage qui était vous-même à Londres, où votre famille est partie quand vous aviez 6 ans, découvrant cette ville et sa culture avant de partir pour New York, tout en gardant un attachement à ce pays d'origine. Et ici, dans cet album 40 hommes et 12 fusils, donc vous pouvez voir la couverture sur l'écran, paru chez Desnoël Graphiques, vous avez choisi de remonter un tout petit peu le temps. Nous sommes en Indochine en 53-54, avec un jeune peintre rêvant de jazz, rêvant de Paris et de sa culture, mais enrôlé dans le Viet Minh en tant qu'homme d'abord, en tant que dessinateur aussi, puisque l'une des histoires que vous racontez à travers lui, c'est comment le dessin sert aussi la propagande en temps de guerre. 53-54, voilà, je vous le rappelle ou je vous informe si vous maîtrisez mal cette histoire-là, c'est vraiment la toute fin de la guerre d'Indochine. C'est une période que vous n'avez pas connue directement, contrairement à ce que vous racontiez dans Une si jolie petite guerre et Give Peace a Chance. Comment vous est venue l'envie de remonter le temps et donc d'inventer cette fois-ci un personnage de fiction pour raconter cette époque? Alors, la fiction, d'abord, ça offre une plus grande liberté que l'autobiographie. Dans mes premiers romans graphiques, c'est pas mon autobiographie, c'est l'histoire, enfin, un peu, mais c'est l'histoire à travers ma famille, ce que beaucoup d'autres familles vietnamiennes ou franco-vietnamiennes du côté, disons, non communiste au Sud-Vietnam ont vécu. Là, j'avais envie de retourner en arrière parce que pour mieux comprendre ce qu'on a appelé la guerre du Vietnam, et parfois la guerre américaine du Vietnam, alors que c'était, bien sûr, les Américains étaient impliqués, et comment, mais ce fut d'abord la deuxième guerre des Vietnamiens du Vietnam. Et pour comprendre le deuxième conflit, il valait mieux retourner aux sources, c'est-à-dire à l'acte 1 de cette tragédie, qui fut la guerre d'Indochine, que les communistes vietnamiens appellent la première grande résistance patriotique à la mode soviétique, la deuxième étant bien sûr la guerre du Vietnam. Pourquoi? Parce que beaucoup de membres de ma famille ont été concernés, mes aînés ont été concernés. Moi, je suis né en 57. Mais bon, j'ai quand même grandi dans cette ambiance. C'était une histoire qu'on vous racontait, qu'on vous rappelait? Ah oui, oui, parce que mon père vietnamien, pur beurre, hein, avait beau avoir fait ses études à partir de l'université, après le bac, il est venu en France en 48, sur le même bateau que ses deux frères et trois autres cousins germains. Et ils étaient tous boursiers, tous bons élèves boursiers, et ils sont allés soit à Paris, pour deux d'entre eux, dont mon père, soit à l'université catholique de Louvain, en Belgique, parce que nous étions une famille en principe catholique, tout le monde n'avait pas la même foi, mais c'est grâce à un prêtre belge que mes oncles et plusieurs des cousins de mon père ont pu aller à Louvain. Et pourquoi raconter ça? Parce que c'est pendant la guerre d'Indochine que toutes les bases ont été jetées, tous les dés étaient déjà jetés, et que cette guerre est souvent, bien sûr, mal connue en France, et j'avais envie de donner un visage à cette génération. Au Vietnam, on appelle la génération de l'indépendance la génération en or.
Et je crois qu'elle mérite ce nom, quelle que soit la tendance politique, parce que cette génération était pleine que je vois à travers ma famille, hein, et d'autres Vietnamiens, étaient pleines d'allant, pleines d'idéalisme, pleines d'enthousiasme. Et ils avaient beau souvent aimer la France. Mon père m'a dit, j'ai été élevé dans l'admiration de la France. Ils avaient beau aimer la France et la culture occidentale, les élites instruites, et pas forcément riches, hein, je dis instruits, c'est pas la même chose, instruites, rêvaient d'indépendance. Pour le peuple, j'en sais rien, on l'a pas concerté, on lui a pas demandé son avis, et je n'irai pas dire comme certains, tout le peuple, j'en sais rien, ce qu'il pensait le peuple. Je peux parler simplement de mon milieu familial, instruit. Il rêvait d'indépendance, parce qu'il y avait eu beaucoup de Vietnamiens qui étaient venus se former en France, certains très brillants, d'autres moins, mais il y a le cas de gens, de gars qui ont fait... malheureusement, on n'envoyait pas les jeunes filles faire des études à l'époque. Elles auraient été très capables, mais ce n'était pas malheureusement encore dans les usages. Donc on a envoyé au moins un enfant doué, parce qu'il fallait qu'il se forme en Occident pour préparer l'avenir. Il fallait des médecins, il fallait des administrateurs, il fallait toutes sortes des ingénieurs pour préparer l'indépendance. Et donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. Non, mais voilà, c'est ce que vous mettez en scène, et on peut le voir voilà, avec cette première image où les questions des Bleus, des Rouges et des Français, qui sont un peu les différents camps qui vont s'opposer dans cette fin de guerre d'Indochine. Mais on reviendra sur la question du peuple, parce qu'il en est forcément question dans la définition de ce que le peuple sait, de ce que le peuple demande lorsqu'il s'agit de propagande. Mais pourquoi est-ce la toute fin de cette guerre d'Indochine que vous avez choisi de raconter? Elle a commencé en 1946, aussitôt après la Seconde Guerre mondiale, mais quand on est dans votre album, on est en 1953, donc on est déjà vers la fin. Elle a commencé avant 1946. 1946, c'est le retour des Français, si vous voulez. Et même avant, c'est octobre 1945, c'est le retour de la 2e DB de Leclerc. Après que les Japonais sont reculés. Ouais. Non. La 2e DB arrivait à Saigon avec pour consigne de désarmer les Japonais. Les Anglais étaient déjà là, au terme des accords de Potsdam, et les nationalistes chinois étaient au nord, et les Anglais étaient au sud pour assurer la transition et désarmer les Japonais. Et la 2e DB est arrivée pour poursuivre ce travail, rétablir non pas l'ordre serré, rétablir le calme pour protéger les Français d'Indochine et puis les autres aussi. Parce que la guerre a commencé avant, la guerre a commencé en mars 1945, lorsque les Japonais ont fait le fameux coup du 9 mars 1945. En 2 mots, les Japonais en mars 1945 savent qu'ils vont perdre. Mais ils se disent, bon, on va quand même pas laisser l'Asie dans l'état où on l'a trouvé. Pour les Blancs, on va quand même mettre un peu la pagaille avant de partir, histoire de les embêter. Et le 9 mars 1945, l'armée japonaise a fait un coup d'État. Et en gros, ils ont neutralisé toute l'administration civile et militaire française, en 2 mots. Et ils ont ouvert la voie à toutes les tendances indépendantes, patriotiques et indépendantistes vietnamiennes, les Français étant soit enfermés, soit assignés à résidence, soit tremblant de peur pour leur vie, parce que sortent dans la rue à ce moment-là des tas de gens de toutes sortes. Il y en a des biens, puis il y a des voyous qui profitent de ce désordre, de cette absence, de ce vide administratif, pour sortir, qui avec une machette, l'autre avec un vieux mousqueton, et pour crier indépendance, indépendance. Parfois c'est valable, parfois c'est simplement des voyous. Et ça a duré jusqu'au retour de la 2e DB. Donc la guerre a commencé avant, parce que avant le retour de l'armée française, les Vietnamiens ont commencé tout de suite à s'étriper entre eux d'abord. Parce qu'il y avait plusieurs tendances. Contrairement à ce qu'on a tellement souvent dit, notamment en Occident, tout le peuple n'était pas avec l'oncle Ho, donc le chef des communistes vietnamiens, mais les Vietnamiens étaient divisés. Il y avait les bleus, il y avait les bleus clairs, il y avait les roses clairs, il y avait les roses foncées, il y avait toutes les tendances qui existent aussi en Occident. Les jaunes ont beau se ressembler, être tous pareils,
ils ne pensent pas tous pareil, et de la même manière. Et donc, il y avait des monarchistes. Le Vietnam était une monarchie avant, les amis. Donc, il y avait des gens de droite, il y avait des gens de gauche. Certains rêvaient d'accéder à l'indépendance en prenant un modèle sur l'Occident ou sur le Japon, par exemple, et d'autres avaient le regard tourné vers Moscou ou plus tard vers Pékin, ou déjà vers Pékin, en disant « il nous faut l'indépendance façon socialiste ». Toutes ces tendances existaient, et ils ont dès le début commencé à s'entrégorger copieusement entre eux. Alors pourquoi c'est pas à ce moment-là, mais plutôt donc en 53, que vous avez choisi de faire débuter votre récit? Au départ, il y a au moins plus de 10 ans, j'ai commencé à réfléchir à ce sujet. J'avais commencé à écrire en 45. Et il y a un tel foisonnement d'événements. Il existe un pavé comme ça, écrit par un universitaire australien qui s'appelle, ou nouveau-zélandais, qui s'appelle David Marr. David Marr, M-A-2-R, a écrit un pavé qui s'appelle Vietnam 1945. Il y a 600 pages rien que pour l'année 45. Donc c'est passionnant, mais je me suis dit, oh là. Indigeste, ouais. Ben, non, pas indigeste, mais juste, si je commence en 45, autant c'est trop. Il faut serrer le sujet. Et donc j'ai choisi 53 parce qu'il se trouve que fin 53, la guerre d'Indochine dure déjà depuis 8 ans, mais c'est à la fin de l'année 53 que l'Assemblée nationale de la République démocratique du Vietnam, qui existait déjà parce qu'elle est née en 45, le Viet Minh n'était pas juste une bande de rebelles, de Robin des Bois, là. C'était beaucoup plus compliqué que ça. Et ça aurait été beaucoup plus facile de vaincre une bande de rebelles. Non, dès le départ, Ho Chi Minh s'érige en représentant et en seul représentant du patriotisme et du nationalisme vietnamien. Puisqu'au début, le Viet Minh, la Ligue Viet Minh, se présente comme une sorte de fédération très large, un front, rassemblant toutes les bonnes volontés, de droite comme de gauche, dont le but est l'indépendance. Le problème, et là où le bas blesse, c'est qu'au fur et à mesure que la guerre d'Indochine va progresser, c'est la tendance communiste au sein du Viet Minh qui va prendre le dessus. Pourquoi? Ils sont habitués à la clandestinité. Ce sont des gens qui, dès les années 30, vivent dans la clandestinité et dans le danger. Ils sont très bien formés. Ils ne se tournent pas les pouces à Moscou et à Pékin, là. Ils forment des gens. Il y a des écoles pour former les gens. Ho Chi Minh a été formé à Moscou. Et les Russes, quand ils veulent... les Russes sont un grand pays intellectuel et scientifique. Et donc, quand ils veulent former les gens, ils les forment. Et Ho Chi Minh a fait l'école des agents du Comintern à Moscou. C'est pas un glandeur, il venait de la classe des lettrés, mais il a été formé, et pas complètement autodidacte. Et il y a de larges pans de sa vie obscure où on ne sait pas trop ce qu'il faisait, parce que les agents n'ont pas l'habitude de dire où ils vont et ce qu'ils font. Alors, je me suis perdu. 53, merci. Pourquoi 53? Fin 53, l'Assemblée nationale qui était dans le maquis, c'était une paillote semblable à toutes les paillotes de la haute région. La haute région, c'est un amphithéâtre de montagnes, c'est vraiment des montagnes, il n'y a pas de neige, mais enfin ça monte, qui entoure le delta du nord, qu'on appelait Tonkin autrefois, Nord-Vietnam aujourd'hui. C'est la Corse. C'est vraiment un maquis. Derrière la colline, là, vous pouvez cacher une division. Si votre adversaire n'a pas d'avion, impossible de déceler cette division. Donc ça, c'est un pays qui est parfait pour faire un maquis, très inconfortable, c'est sûr. C'est pas le Club Med, mais on survit, parce que très impénétrable. Et donc, dans le maquis, il y a un État parallèle. Le Viet Minh est un État parallèle. Et dès le début, comme d'autres mouvements aujourd'hui, ils mettent en place une administration parallèle dès le début et ils pallient les carences de l'État.
Au Liban, vous avez ça, Hezbollah, mais j'irai pas plus loin, offre des services que l'État libanais a négligés. Et le Viet Minh faisait pareil. Donc, pourquoi 53 ? La réforme agraire. Les paysans vietnamiens sont la majorité dans la société vietnamienne, qui est une société agricole à l'époque, comme la France en 14. Il y a quelques ouvriers, pas beaucoup. En général, ce sont dans des industries créées par les Français. Donc la masse des Vietnamiens, ce sont des paysans. Il y a les lettrés, et puis les commerçants, mais les commerçants souvent sont chinois, parce qu'ils ont... C'est leur fonction, c'est leur place dans la société vietnamienne, bien souvent. Les paysans vietnamiens, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, ne brûlent pas d'envie de se faire tuer à la guerre. Ils ont surtout envie de cultiver leurs champs, comme tout paysan. Et donc, pour les motiver à se joindre à la révolution, parce que tout le monde n'est pas révolutionnaire à la naissance, personne n'est parfait, il faut une motivation. Et les communistes vietnamiens vont faire ce qu'ils font toujours, ils vont se tourner vers la Chine, qui est le modèle du Vietnam, qu'on soit de gauche ou de droite, et ils vont chercher un modèle, et ça sera la réforme agraire. Et puis, même pas besoin de se tourner. Mao, dès 1949, ayant emporté la victoire en Chine, remporté la victoire, a tout loisir d'apporter une aide massive au Viet Minh. Alors tout ça, donc c'est le contexte au début de votre album, mais tout ça, ça paraît très loin pour votre personnage de Minh, qui lui est à Hanoï, est un jeune peintre qui vit une vie de bohème, qui a une amoureuse, qui a des parents plutôt confortablement installés, mais un peu lointains, et l'album va débuter quand l'histoire va débuter quand son père va vouloir le convoquer. Et voilà, ce personnage, il a sa propre vie. Et d'ailleurs, donc ça c'est avec Zan, et il le dit, lui ce qu'il préfère, c'est la liberté. Et même s'il croise des véhicules militaires, on a l'impression qu'il ne le voit pas vraiment. Qu'est-ce qu'il incarne, ce personnage, dans ce contexte-là, qui paraît dilettante par rapport à ce qu'est l'actualité du pays en 53 ? J'avais envie d'un personnage principal, d'un artiste qui rêve d'art pour l'art. Les Vietnamiens n'ont pas vocation au réveil de prendre un fusil et d'aller faire la guerre. Ils sont comme vous et moi. Donc il y avait des tas de Vietnamiens qui auraient, notamment la génération de mon père, qui auraient bien aimé faire autre chose que lutter pour l'indépendance d'un côté comme de l'autre. Mais ils ont été pris dans ce tourbillon. Le mien, je l'ai choisi volontairement hédoniste, voulant proche des jeunes d'aujourd'hui, en me disant, il ne faut pas un type politisé, il faut un type qui rêve de faire Erasmus à Barcelone, ou aller visiter le Louvre, ou entendre Juliette Gréco à Paris, voir l'Italie, voyager. Pourquoi pas, après tout ? Et il est aspiré par la guerre. Mais à l'origine, ce n'est pas du tout un militant. Parce que j'insiste là-dessus, et c'est ce qu'on peut voir. Là, vous dites effectivement qu'il y a des magnifiques images comme ça sur son amour du jazz, mais comme il va la veille où il doit aller voir son père, il passe sa nuit, une partie de sa nuit ici au club de jazz. Le matin, pour aller à la gare, il est crevé, donc il dort sur le transport. Et c'est notre manière de ne pas voir la guerre avec les militaires qui passent. C'est comme si vraiment ça ne participait pas du tout de son imaginaire ordinaire, de sa vision ordinaire, la guerre. C'est vrai, parce que bon, il devait y en avoir beaucoup des jeunes gens comme lui. La guerre durait depuis déjà 8 ans. Imaginez ce que c'est 8 ans. Nous, on a eu la Deuxième Guerre mondiale qui a duré bien assez longtemps comme ça, 5 ans. Bon, au bout de 8 ans, on peut concevoir que les héros soient fatigués et qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Oh là là, la hache, l'histoire avec une grande hache, comme disait Pérec, se rapproche. » Et donc, mon tour va bientôt arriver parce que d'un côté comme de l'autre, dès 1949, on a mis en place la conscription. Ne vous imaginez pas que tout le monde courait en 1949 s'engager sous les drapeaux. Non, il a fallu mettre en place la conscription d'un côté comme de l'autre. Et ils l'ont fait
à grande échelle. Mais mon gars, là, ne brûle pas d'envie d'aller se faire tuer. Et je voulais qu'il soit un peu vierge de tout ça. Et juste pour finir, la réforme agraire a été la solution qu'ont trouvé les communistes vietnamiens pour inciter le peuple à s'engager dans ce qu'ils appelaient la dernière grande offensive générale contre les Français. En 1953, le Viet Minh se sent en position de force. Il a réussi à créer 5 divisions en Chine, avec l'aide des Chinois, et il se sent en position de force. Mais il faut trouver un moyen de motiver le peuple, et ça sera la promesse du partage des terres, pratiquée de manière plus ou moins douce, pratiquée à la manière chinoise, c'est-à-dire par la violence. Mais c'est pour ça que je voulais commencer avec cette année-là. Oui, et puis ce que vous montrez aussi, parce que voilà, son père, il le convoque parce que il a reçu l'ordre d'incorporer l'armée, même si il arrive à avoir un délai. Mais sur la route, il va aussi comprendre. Voilà. Sur la route, il va aussi comprendre quand même ce qui arrive au peuple hors de sa ville d'Ho Chi Minh, et notamment les paysans qui vont lui raconter leur guerre. C'est-à-dire que la nuit, ils sont mobilisés par le Vietnam pour aller creuser des trous dans la route, et puis le matin, ils sont convoqués par l'armée pour aller reboucher ces mêmes trous. C'est quand même un peuple qui est acteur de la guerre malgré lui, bien malgré lui, et de tous les camps. Dans toutes les guerres, la population civile et les civils sont ceux qui souffrent le plus. C'était ça pendant la Deuxième Guerre mondiale en Occident, ce fut la même chose en Asie. Ce que décrit Arnaud, c'est que pendant la guerre d'Indochine, la population, le contrôle de la population était le but principal des deux camps. Celui qui arriverait à s'assurer l'adhésion, la loyauté de la population serait celui qui aurait une chance de gagner. Il ne s'agissait pas de conquérir telle ou telle colline, ça servait à rien. C'était qui va adhérer. Est-ce qu'ils vont adhérer soit au système occidental, la démocratie à l'occidentale, pour faire simple. Parce que c'est ça que vendaient les Français. En 1953, les Français n'étaient pas complètement sots, loin de là. Beaucoup, les plus lucides, avaient compris que c'était fini la colonie française. Seuls les sots pensaient qu'on se battait encore pour maintenir les Français en Indochine. Il y en a qui y croient toujours aujourd'hui, mais il manque d'instruction. Il faudrait qu'ils lisent un peu. C'était foutu. Et les plus lucides le savaient très bien. Donc les Français, l'armée française combattait en Indochine à la fin, former une armée nationale vietnamienne, c'est-à-dire non communiste, en sachant très bien que la France allait partir. Donc ça a été quand même, il faut le signaler au passage, un geste désintéressé, quoi qu'on en dise, qu'ont fait beaucoup d'officiers français et de sous-officiers. Former une armée nationale vietnamienne pour offrir aux Vietnamiens une autre option que le seul communisme. Parce que en 1953, il y a quand même un certain nombre de gens qui connaissent un peu déjà la nature parfois très brutale du communisme. Et donc, si certains en rêvent, d'autres sont beaucoup plus avisés et savent que c'est pas toujours en douceur que ça se passe. Et ça circule entre les deux zones, entre la zone communiste et la zone dite française, nationaliste, vietnamien. Ça circule, c'est très dangereux de passer de l'un à l'autre. Mais ça circule, les informations circulent, et les soldats français qui ont fait la résistance, qui ont été parfois déportés par les nazis, qui ne sont pas des fachos, certains le sont, ou en tout cas très marqués à droite, mais beaucoup ont beau être, disons, de tradition droitière, ils ont fait la résistance. Et ils ont vu ce que c'était qu'un régime totalitaire en Allemagne. Et quand ils arrivent en Indochine et qu'ils font des prisonniers Viet Minh, et qu'ils les interrogent sans nécessairement les frapper, parce que c'est pas très productif souvent, il n'y a pas besoin souvent. Dites-nous un peu comment ça se passe dans le Viet Minh. Ils ont des Vietnamiens à leur côté, pas de leur côté, mais à leur côté. C'est pas la même chose. Prenez vos dicos là,
du côté et aux côtés, c'est pas la même chose. Nous combattions aux côtés des Français pour un Vietnam on aspirait à un Vietnam pluraliste. On combattait pas pour que les Français restent jusqu'à la fin des temps en Indochine. On n'est pas masochistes, les amis. Donc, les Français ont compris la nature totalitaire de l'adversaire Viet Minh. Parce qu'au bout d'un moment, ça sautait aux yeux, ça sautait aux oreilles. À partir de 1949, le ton change. Même les Viet Minh, les Vietnamiens de cette génération qui ont combattu dans le Viet Minh vous le diront. Ceux qui sont un peu honnêtes vous le diront. À partir de 1949, c'est devenu irrespirable. C'était campagne de rectification idéologique après campagne de rectification idéologique. Tu ne penses pas comme il faut. Il faut que tu... C'est ce qui arrive à votre personnage de Mine, parce que donc, il est envoyé par son père dans les terres familiales pour échapper, ou en tout cas pour voir son incorporation dans l'armée repoussée d'une année, sauf que sur le chemin, il est pris par les Viet Minh, et sauf qu'il a l'apparence de quelqu'un de riche, donc il y a aussi la guerre des classes, qui fait qu'il devient un ennemi malgré lui. Il est sauvé par un ami d'enfance qui le reconnaît, mais c'est ça aussi que vous vouliez raconter, c'est que c'est aussi son apparence, c'est aussi ce qu'il est qui devient un problème pour le Viet Minh. Quand vous êtes pris dans une ambiance révolutionnaire, qu'elle se dise de gauche ou qu'elle soit de droite, votre apparence, c'est important. Par exemple, vous tombez sur une milice Viet Minh en 1945, mon père m'a raconté ça, ou en 1953. Milice, j'aime pas trop les milices, sincèrement. Ce sont des civils armés qui n'ont aucune espèce d'éthique, qu'on n'a pas, qui sont mal encadrés, qui obéissent à je ne sais pas quel imbécile, ou type bien, mais enfin malheureusement souvent totalement incontrôlable. Donc j'ai très peur des milices. Quelle qu'elle soit. Dis donc, toi, fais voir l'étiquette de ta chemise. Ouh, Hermès, dis donc, tu viens pas de chez les prolos. Hein. Non, mais c'est un exemple. Mon père, en 1945, dans son patelin dans le delta du Sud, avait un camarade qui faisait des études de pharmacie. Dans la pagaille qui règne en 1945, ce jeune homme, très chic type, il y avait beaucoup de chic types, des deux côtés, arrive à vélo, il y avait plus rien ne marche, les transports ne marchent plus, donc il est venu à vélo de Saigon pour voir sa fiancée, qui était la voisine, une jeune fille qui préparait la pharmacie. Manque de peau, il faisait du sport ce jour-là, et puis il s'est dit, bon j'y vais, il avait un maillot rouge, un short blanc et des chaussettes bleues. Quand il est tombé sur une milice Viet Minh, c'était pas des flèches. Ils ont dit, dis donc, toi, t'es un collabo des Français, toi, t'es un lâche-bot des Français. Ils l'ont descendu sur le bord de la route. Alors, j'ai d'autres exemples à vous raconter qui vont rassurer ceux qui pensent que je suis orienté anti-gauche. Un autre exemple. Et on fait une parenthèse parce que c'est du vécu, là, c'est pas de la fiction. J'ai eu l'honneur de rencontrer il y a quelques années un monsieur très, très sympathique qui s'appelait Guy de Valence de Minardière. Guy de Valence de Minardière avait été l'aide de camp du général Leclerc à Saigon, mais avant d'être l'aide de camp, il avait participé à la libération de la France au sein de la 2e DB. En Normandie, il a perdu un bras. Il vous saluait avec de la main gauche parce qu'il lui manquait tout le bras droit. En 1945, il rejoint la 2e DB, elle est partie avant lui en bateau, il rejoint la 2e DB à Saigon, et il a une idée en tête, il veut absolument retrouver un camarade qu'il a eu chez les jésuites de Vannes, un jeune homme qui s'appelait Gaston Lan. Lan, c'est super vietnamien, ça veut dire orchidée. Gaston, c'est français, c'était donc un chrétien. Chez les jésuites à Vannes, le jour où Minardière est arrivé chez les Gèses, le directeur, je ne sais plus comment on l'appelle, le confie à un jeune homme. Tu vas être le tuteur du jeune Minardière, tu vas l'aider, et on lui a présenté un jeune Vietnamien. Pur Viet, c'était Gaston Lan, chef de la chorale, le parfait catholique, le jeune homme bien sous tout rapport, et en plus sympa,
Minardière l'a beaucoup aimé, et jusqu'à ce que Gaston Lannes parte faire son droit à Rennes. On est juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Minardière apprendra que Gaston Lannes a pu prendre le dernier bateau pour l'Indochine, juste avant qu'on éclate la Deuxième Guerre mondiale. Alors, arrivé à Saigon, il n'a qu'une hâte, dès qu'il a un moment, c'est de retrouver son copain Gaston. Il demande à un aspirant de marine catholique vietnamien portant l'uniforme français, est-ce que vous connaissez la famille Lannes, Gaston Lannes? Chez les catholiques à Saigon, on se connaît. Et donc, oui, vous allez derrière la cathédrale, sur ce qu'on appelle le plateau, dans la rue Trucmuche, toutes les rues ont des noms français, et vous allez vous demandez la maison de la famille Lannes, quelqu'un vous dira. Guy de Valence de Minardière se présente avec la tenue de la 2e DB, la fourragère rouge, tout ça, le képi bleu ciel, parce qu'il a fait son mur, et il arrive en disant « Je suis un ami de... » On le fait entrer. Les parents de Gaston Lannes se présentent. Ce sont des gens âgés, qui portent un brassard noir et qui s'installent. On l'a installé devant ce qui, dans les familles vietnamiennes d'habitude, est la partie la plus protocolaire de la maison. La partie la plus guindée, c'est là qu'on met l'autel des ancêtres d'habitude. Mais chez les chrétiens, chez les catholiques, il y a un crucifix. On le met là. Il se présente. Je suis un ami de votre fils, j'ai beaucoup aimé votre fils. Comment va-t-il? Nous sommes désolés. Notre fils, Gaston, a été fusillé il y a quelques jours par des éléments de la colonne Massue à Bien Hoa. Bien Hoa, c'est au nord de Saigon, c'est comme Dinan. Et nous sommes désolés, nous ne pouvons pas vous le présenter. Ils n'ont pas dit ça, mais ça suffisait. Donc, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Demande Guy. C'est un bon catholique, tout ça, plutôt gèse en France. Qu'est-ce qui s'est passé? Il semblerait que Gaston Lannes soit rentré au Vietnam en 1939, muni de sa licence en droit de la fac de Rennes. Il n'a pas trouvé dans un paquet de bonux. Et il s'était présenté à l'hôtel de ville de Saigon. Je suis diplômé en droit. Si un poste se libère, je suis disposé à travailler. On lui propose rien pendant 1 an, 2 ans. Rien. Et donc, il commence à s'impatienter. Et son père lui dit, va t'occuper de notaire dans la campagne. C'est de là que m'est venue l'idée. Parce que beaucoup de Vietnamiens, comme en France, comme à Paris, sont originaires de la campagne, de la province. Et certains possèdent quelques terres ou tout simplement une maison à la campagne. Bon, va t'occuper de notaire en attendant, et si quelque chose se présente, je te préviendrai. Il y aurait eu, on ne sait pas quand, probablement en 1944-1945, une altercation avec un gendarme français. J'y étais pas, je ne peux pas vous le dire. Mais en tout cas, le gendarme aurait giflé Gaston Lannes. Et du coup, Gaston Lannes, on le retrouve dans le Viet Minh, capitaine. Il est chopé par le colonel Massue à l'époque, qu'on voit dans la couve d'un général des généraux, pour ceux qui étaient avec nous. Massue avait fait ce qu'on appelle une très belle campagne de libération de la France. C'était un très bon soldat. Et il était l'un des bras droits de Leclerc en Indochine. Et ce n'était pas un fasciste, et contrairement à ce que certains pensent. Et on l'avait. Je parle de ça parce que personne ne sait des trucs comme ça. Quand la 2e DB est arrivée en Indochine pour reconquérir, si on veut, reprendre place en Indochine, colonel Massue commandait une colonne de blindés. Donc on avance sur la route entre ici et Dinard et on libère tous les patelins sur le... On lui a adjoint un Français qui s'appelait Paul Mus, un parachutiste. Mais un parachutiste avec des lunettes en écaille, qui avait grandi à Saigon, qui parlait vietnamien, qui est devenu l'un des grands sociologues français spécialistes du Vietnam. Pourquoi? On veut éviter la casse. Si on peut négocier, Paul Mus, là tu vas y aller, Massue n'a pas une folle envie de perdre du monde. Les Français ne sont pas idiots. Donc, ils adjoignent à Massue un type intelligent et qui connaît le Vietnam. Malgré tout, il y a eu de la casse et Gaston Lannes a été fusillé. C'est pour vous dire que rien n'est simple dans ces conflits, qu'il n'y a pas les bons et les méchants. Oubliez ça tout de suite.
personne n'est plus propre d'un côté que de l'autre. Quand on fait la guerre, on a du sang jusque-là. Ceux qui vous disent le contraire, il faut claquer la porte. Ils n'ont jamais porté les armes. Et ce que vous racontez, c'est une histoire de quelqu'un qui est donc enrôlé malgré lui dans le Viet Minh, qui va marcher beaucoup, parce que c'est un album dans lequel on en fait des kilomètres à pied. Vous vous amusez de cela, parce qu'au début, parce que ce personnage n'est tout simplement pas du tout habitué à ces longues marches. On le voit ici, sur cette double page, arriver dans un camp d'entraînement en Chine, qui sont si bien des camps militaires que des camps idéologiques. Mais ce que je disais au début, ce qui vous a aussi intéressé à raconter, c'est que c'est un dessinateur, c'est un peintre, et que ça va aussi intéresser les Viet Minh et le groupe dans lequel il va se trouver. Alors il vient avec un carnet dans lequel il avait dessiné son amoureuse Anne toute nue, ce qui ne correspond pas à l'art tel que l'imagine le Viet Minh et ceux qui l'ont incorporé. Pourquoi cette question de l'art au service d'une idéologie qui n'est pas celle de Minh vous a intéressé dans cet album? Parce que je me suis toujours intéressé au rôle de l'artiste en temps de guerre. Parce que je me suis demandé qu'est-ce qu'on me demanderait de faire, comment est-ce que je pourrais apporter ma contribution. Juste un détail, mon personnage, c'est vrai qu'il aime bien le nu féminin, mais le nu féminin est un apport de l'Occident. Au Vietnam, contrairement à certains clichés, les Asiatiques, enfin les Vietnamiens ne sont pas des lecteurs assidus du Kama Sutra. C'est une société très prude. La société chinoise et vietnamienne est prude. On exigeait des jeunes filles, on était beaucoup plus exigeants avec elles, hélas. Enfin, c'était injuste. Qu'elles se préservent, comme on disait, pour le mariage, comme on faisait autrefois en France. Mais là-bas, ça rigolait pas. Et donc, ne croyez pas que le Vietnam était un lupanar. Il y avait des prostituées, il y avait des maisons closes, il y en avait, bien sûr. Mais ne mélangeons pas tout. Et le dessin de nus, mais attends, moi quand j'ai commencé à faire des nus, mes tantes du Vietnam étaient gênées, quoi. Ça fait pas partie de la culture. C'est à l'école française, à l'école des beaux-arts de l'Indochine à Hanoï, créée par Victor Tardieu, le père de Jean Tardieu, et un Vietnamien qui s'appelait Nam Son, que les Français ont pu initier les Vietnamiens au dessin académique de nus. Ça ne faisait pas partie du tout des... C'est le Cambodge, ça. Le Cambodge, il y a des statues tantriques avec des contorsions tantriques érotiques, mais pas au Vietnam, pas en Chine. C'est prude, la Chine. Le vêtement est large. Le col chinois, ça monte. C'est pas un décolleté. Donc, ne confondons pas tout. Mais là, alors, certes, ça les gêne, eux. Il n'y a pas que ça qui les gêne. Il y a aussi, ce qui les gêne, c'est que votre mine, il dessine des personnages qui sont censés être les ennemis, on va dire, trop humain, trop neutre. Et il y a aussi ce désir de diaboliser l'autre par le dessin. Alors, pendant la guerre d'Indochine, on fait beaucoup appel aux artistes parce que la plupart des combattants du Viet Minh sont illettrés. Ils ne sont pas allés à l'école. Donc il faut beaucoup de visuels, des affiches, des pictos même. Ici, c'est les feuillets. Lavez-vous les mains après. Donc tu vas me dessiner deux mains qui se frottent. Il faut beaucoup de visuels. Et le nu est proscrit, pourquoi? Parce que c'est la patrie en danger. C'est pas le moment de faire des femmes à poil, là. Tu feras ça plus tard. Le problème, c'est qu'après, plus tard, ils ont trouvé d'autres raisons pour qu'on puisse pas faire des femmes à poil. Donc, on a connu des périodes où l'urgence prime. C'est pas le moment de faire tes histoires de... On verra ça plus tard. Donc, c'est pas uniquement parce qu'ils sont communistes qu'ils sont prudes, c'est la patrie en danger. Et l'artiste joue un rôle important. On a des illettrés, donc tout artiste est repéré très vite parce qu'on a besoin de véhiculer les messages du parti grâce à des visuels. Par exemple, le quotidien du peuple de l'armée populaire. Ça s'appelle l'armée populaire. À partir de 1951. C'est une feuille recto-verso. C'est pas du beau papier. Les moyens sont limités. Donc sur la première page, on envoie des exemplaires au musée de Hanoï. Il y a toujours un dessin en bas à droite, un dessin de presse en fait, souvent caricatural, souvent dénigrant l'adversaire, souvent justement le diabolisant, lui faciès. Il va avoir une tête de long nez
les Occidentaux sont appelés les non-nés. Pour rassurer le fantassin vietnamien, qui a quand même un peu la trouille d'affronter des légionnaires qui ont combattu dans la Wehrmacht ou dans les meilleures armées d'Europe, ou les para-français, ou les Français sont bons soldats. Donc, pas évident d'affronter ces gars-là. Ils sont de carrière en plus. Et il va falloir leur faire face. Donc, on demande aux artistes, fais-nous des dessins qui fassent rigoler un peu dans la troupe, et où on se fout de la gueule un peu de l'adversaire, et on le fait descendre un peu de son piédestal. Donc, au lieu de voir des mecs rasés de frais, montre-nous des mecs barbus, mal rasés, les cheveux trop longs, un grand pif et mal habillés, et pissant dans leur casque, en gros. C'est vrai. Et c'est ça qu'ils font. Enfin, c'est ce qu'ils demandaient. Oui, alors il y a ça, mais il y a aussi la question de, par l'art, d'éduquer le peuple, parce que vous avez commencé tout à l'heure en précisant que le peuple, il est divers dans ses composantes et ses aspirations politiques. Là, il y a quand même un peuple uni et un peuple décidé par le haut de ce qu'il doit être et ce qu'il doit penser. Hein. Et le dessin peut servir à cela. Oui, carrément. Mais le dessin est très utile, et je vous encourage à aller voir. Maintenant, c'est très facile sur la toile. Vous faites propagande Viet Minh ou propagande du Front National de Libération. Il y a plein de choses, et il existe même un site très beau qui s'appelle en anglais The Dogma Collection. Dogma comme le dogme en français. Ce sont deux Britanniques à Saigon qui ont accumulé une très très belle collection d'affiches de propagande qui sont souvent des originaux. Parce que ne croyez pas que dans le maquis, on avait partout des imprimantes, enfin pas des imprimantes, mais des imprimeries. Donc, pendant les deux conflits, parfois l'artiste promenait avec un tube, souvent, c'était un étui servant à ranger des obus, parce que c'est un peu étanche, dans lequel il y avait des affiches, mais c'était des originaux. Et donc, quand ils arrivaient dans un village, avec l'unité de propagande, on faisait une expo pédagogique, où c'était des originaux qui étaient présentés. Ce n'étaient pas des affiches imprimées. Et ces affiches originales font l'objet de collections. Et on peut faire passer des tas de messages là-dedans, mais évidemment, à partir du moment où le Viet Minh prendra le dessus, le parti des travailleurs prendra le dessus au sein du Viet Minh, ce sont les messages du parti exclusivement qui seront mis en avant. Je l'ai dit, votre album, c'est une longue marche. On marche beaucoup dans l'album. On rencontre toutes sortes de personnages ici. C'est une mère qui leur fait traverser la rivière et qui reste coincée avec le fantôme de ses trois fils qui sont tous morts en 1951. Je me suis dit qu'il y avait une réinvention de votre part Au cœur des ténèbres de Conrad, qui est aussi une avancée. Voilà, là, c'était sur un fleuve d'Afrique subsaharienne et qui a inspiré Coppola pour son film Apocalypse Now. Voilà, on est sur la guerre d'après, sur cette même géographie où la marche permet d'aller rencontrer différentes situations. Est-ce que c'était aussi l'une de vos volontés premières, en le faisant circuler dans cette partie de l'Indochine, aller rencontrer des réalités différentes? Oh, oui, Cœur des ténèbres, Hearts of Darkness, c'était un des ouvrages que j'ai étudié quand j'étais à la Sorbonne. Et oui, qui était à la base de l'une des sources d'inspiration de Coppola. Cœur des ténèbres, oui, il n'y a même pas besoin d'aller de ce côté. Moi, j'ai été plutôt influencé par l'un de mes ouvrages préférés de George Orwell, qui s'appelle Hommage à la Catalogne. Où George Orwell, sur la guerre d'Espagne. Voilà, George Orwell était très à gauche quand il était jeune, et il est comme de nombreux étaient ceux qui se sont joints lors de la guerre d'Espagne au camp républicain. Très précisément, il était chez les anarchistes du POUM. Et il raconte ça en détail dans Hommage à la Catalogne. Mais ça se lit super bien, c'est pas barbant à lire. Il est très concret, vraiment, c'est ce que j'aime. Il n'y a pas de blabla. Et j'ai beaucoup aimé son esprit parce que 1984 en France, on présente toujours ça comme un livre qui dénonce le nazisme ou je sais pas quoi. Non, il dénonce aussi les communistes. C'est pas que les nazis, les amis, c'est tout mouvement totalitaire.
faudrait se mettre ça dans la tête un peu ici. Ici, on voit toujours le danger à droite. Il existe, il faut être vigilant, mais sous d'autres cieux, et pas loin d'ici, notamment à l'est de l'Europe, on a connu deux types de tyrannie. La tyrannie venant de la barbarie nazie, comme on dit, mais aussi une tyrannie au moins aussi oppressante qui est née après 1945 avec l'occupation soviétique. Si vous ne me croyez pas, interrogez ceux qui ont vécu dans ce système. Ça y est, je suis perdu. Ma question était voilà, le voyage au bout. Et donc du coup, ça permet de faire plusieurs haltes pour aller rencontrer différents visages de la guerre. Oui, c'est ça. C'est un peu comme dans tout récit, on se promène. Et là, il y a une vieille dame. Les femmes sont partout. On traverse le Vietnam. Les Français et les nationalistes vietnamiens tiennent quelques routes, quelques bourgs, quelques endroits. Mais enfin, l'arrière-pays est en général plus ou moins sous contrôle du Viet Minh. On appelait ça, la carte du Vietnam, on appelait ça la peau de léopard. Plus vulgaire, les Français, certains militaires appelaient ça la vérole, parce que les zones en rouge étaient les zones qui étaient affectées. Bon, faut pas prendre ça trop au sérieux. On a appelé ça aussi un archipel. Vous allez d'ici à Dinant, il se peut que autour de Dinant, ça soit chez les rouges là. Et puis ici, c'est chez les bleus, mais ça varie. Donc, on traverse le pays et il y a des dames, il y a des femmes partout qui aident. Et la dame qui a perdu ses 3 fils. Il se trouve que dans ma famille du Vietnam, l'un des cousins germains de mon père, qui a fait ses études à Louvain, qui était un intellectuel catholique vietnamien du Sud, qui jusqu'en 1975 a vécu au Sud, et puis en 1975 s'est déclaré pro Front National de Libération. Et il est devenu député au Sud jusqu'en 1993. En 1991, quand je suis revenu la première fois au Vietnam, c'est lui qui est venu me chercher à l'aéroport et qui s'est chargé de me présenter son point de vue et de se faire un chantre très séduisant et amical de la Révolution, avec un grand R. J'ai écouté attentivement, pour une fois je me taisais, j'étais là pour entendre mes aînés, et c'était très intéressant. Mais enfin bon, il t'expliquait aussi que, tu sais, on n'a aucun pouvoir. Le parti décide de tout. Bon, pas besoin de... Enfin, on arrivait à comprendre des tas de choses. Mais il mettait toujours en avant le sacrifice, le martyre des gens du camp de la Révolution. Et oui, il y a eu des tas de gens qui sont morts. Et notamment, son épouse a une sœur qui est décédée, qui s'appelle Bui Thi Me. Me, ça veut dire, Me, M-E, accent grave, ça veut dire sésame. Bui Thi Me, c'était une très jolie femme. Ancienne c'est pas Couvent des Oiseaux, mais c'est Marie Curie. Lycée Marie Curie, Saigon. Donc c'est la bourgeoisie. Parlait très bien français. Madame May est entrée dans le maquis en 65, mettons, au Sud-Vietnam, avec son mari. Ils avaient 6 enfants. Elle en a laissé 2 à Saigon, les 2 filles, qu'elle a confiées à la famille. Elle est partie dans le maquis avec son mari et leurs 4 fils. En 68, janvier 68, l'offensive du Tet 68. Ceux qui ont les cheveux gris s'en souviendront. Les communistes vietnamiens lancent une offensive dans tout le Sud-Vietnam pour libérer le Sud. On ne leur demandait rien, mais bon, ils voulaient nous libérer. Et il se trouve que Madame, je l'appelle Madame parce que je parle d'eux avec respect. Madame Mère a perdu 3 de ses 4 fils en l'espace de 3 semaines pendant l'offensive du Tet. Donc on ne peut que se dire, chaque semaine, il y avait un messager qui va lui dire maintenant c'est votre 2e, et maintenant c'est l'aîné, maintenant le 4e, comme dans Sauver Private Ryan. On lui a rendu, je l'ai rencontré en 2011. Le 4e, il avait été blessé à la jambe. Et on lui a rendu en disant bon, on vous laisse le dernier. Enfin, ils ont dit ça beaucoup plus gentiment. Mais voilà, il y a un martyr et ça n'a pas manqué
d'être mis en avant. Parce que là, on touche au cœur du sujet. Ce genre de... Enfin, les régimes, les révolutions ont tendance à mettre en avant leurs martyrs. C'est le mot qu'ils emploient, c'est pas moi qui les... Sur tous les monuments, sur tous les cartels, c'est les martyrs. Et ils mettent en avant le sacrifice de leur peuple, qui est réel, pour susciter l'admiration et le respect et l'empathie. Mais il faut quand même faire preuve d'une certaine retenue, parce que bien sûr, on salue le martyr et le sacrifice, mais pourquoi? Pour quelle cause? Les soviétiques, il y en avait 1 million, il paraît, qui ont péri, mais pour Staline et les Allemands, ils se sont battus courageusement, mais pour Hitler, donc ça ne sanctifie pas la cause, mais c'est ça qu'on nous sert tout le temps. Pardon. Non, je vous en prie, c'est juste parce qu'on arrive au terme déjà de l'heure. On pourrait parler évidemment pendant très longtemps. Ah oui, c'est vrai. Avec vous, on a plein d'images qu'on n'a pas eu le temps de vous montrer, mais je vous propose évidemment de regarder, parce qu'il y a aussi des arrêts comme ceci. Là, c'est avec des comédiens, mais sur des formidables paysages, parce que votre album nourrit aussi de paysages. Mais voilà, on peut peut-être prendre le temps d'une ou deux questions de votre part. Si vous en avez, si vous acceptez de faire des réponses. Oui, moi ça me va. Si vous devez partir, je ne me vexerai pas. Je sais qu'il faut que je change de dentifrice. Mais... Qui souhaite poser une question à Marcelino Truong? Je m'aperçois que je t'ai donné une image qui n'est pas terminée. Mais ça permet de voir que une image comme... Alors, j'ai tout fait sur une palette, sur un iPad Pro. Je crois que ça s'appelle une palette, mais bon, je ne suis pas très doué pour ça. Je demande juste à Pierre, si en même temps que vous parlez, si on peut voir la première vidéo. Voilà, on peut voir le... Ah oui. Bon, alors ça, c'est le genre de choses qu'on obtient avec la... Chaque planche peut être vue en avance rapide. Et ça vous montre la doc que j'insère. La photo que vous voyez en grisé, c'est une photo de René Adrian. C'était un photographe français de la guerre d'Indochine que je suis allé rencontrer en Alsace où il habitait. Un monsieur très gentil, très distingué, très gentil, très humble, qui est allé au Vietnam en 1952, je crois, et qui a côtoyé Schendorfer et Coutard et bien d'autres. Cinéaste de cette guerre, de ce conflit. Tous œuvraient pour l'armée. Ils avaient mis leur art au service de l'effort de guerre français. Donc, si vous voulez, c'est de la propagande française. Ne vous attendez pas à des électrons libres. Mais voilà comment on procède. On cherche de la doc et on fait une sorte de patchwork de tout ça. C'est comme la cuisine. On mélange des tas d'ingrédients et on sort quelque chose d'autre. Mais le village de la haute région, la photo de René Adrian me plaisait beaucoup parce que l'angle en plongée était commode. Et puis j'ai juste changé. Dans la photo de René Adrian, ce sont des soldats français qui sont dans l'image. Et moi, je les ai transformés en Baudoy. C'est pas très compliqué. Et quelque part, il y a une symbolique, c'est que les combattants français d'Indochine ont souvent combattu un peu de la même manière que le Viet Minh. Et l'armée française d'aujourd'hui a beaucoup été forgée en Indochine parce qu'ils ont été obligés de s'adapter à ça. Voilà, pour en savoir davantage, je renvoie et je vous recommande la lecture de 40 hommes et 12 fusils. Le titre, c'est lucide à la lecture de l'album. C'est une idée de propagande. C'est le titre de votre bande dessinée par aux éditions de Noël Graphique, avec laquelle vous avez remporté le prix Histoire des Galants de la BD, Marcelino Truong. Merci beaucoup. Merci de nous avoir parlé. Juste, merci beaucoup, c'est gentil. J'espère que je ne vous ai pas affolé. Je vais dédicacer pendant 1 heure au stand du ministère des Armées qui a eu la gentillesse de m'offrir un prix. Le stand du ministère des Armées se trouve heureusement pas trop loin dans la corderie là. Sur la gauche quand vous rentrez. Sur la gauche. Et je vais faire 1 heure là-bas, juste parce que je suis très heureux de ce prix. Et voilà. J'ai rajouté 1 heure supplémentaire à mon... Voilà, rendez-vous sur le stand. Merci à vous. Merci à Jean-Luc qui était à la vidéo, à Pierre à la technique.
et à Régis qui a organisé ces rencontres.